La Constitution du 4 octobre 1958 fait du président de la République le chef des armées. Or, le 26 juin, en pleine campagne électorale pour les législatives, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, a déclaré que ce titre était seulement honorifique. Un titre honorifique est un titre qui confère, comme son nom l'indique, des honneurs, mais pas d'avantages matériels. Autrement dit, en langage courant, honorifique signifie sans pouvoir réel. Marine Le Pen a donc nié que la Constitution confère au président un rôle substantiel dans l'emploi des forces armées de la France. Si l'on voulait faire un assez mauvais jeu de mots, on pourrait dire que, selon elle, le président n'est qu'un chef des armées, en un seul mot. Cela pourra paraître surprenant, car nous avons pris l'habitude de considérer le chef de l'État comme ayant la haute main sur toutes les questions militaires. N'est-ce pas lui, par exemple, qui seul peut décider d'employer les forces nucléaires françaises? Or, comme le dit la sagesse populaire, qui peut le plus peut le moins. Dès lors, considérer que son rôle de chef des armées serait seulement honorifique peut sembler absurde ou inutilement polémique. Mais en faisant cette déclaration provocatrice, Madame Le Pen se plaçait bien évidemment dans la perspective d'une éventuelle cohabitation. Or, nous le savons, la cohabitation est un moment où les cartes institutionnelles peuvent être rebattues. Car la Constitution est souvent moins catégorique que nous ne le pensons quant aux répartitions des rôles à l'intérieur de l'exécutif. Examinons donc cette question. Le président de la République est-il oui ou non le chef des armées au plein sens du terme, c'est-à-dire celui qui décide de l'emploi de nos forces militaires? Commençons par remarquer que le seul titre de chef des armées ne nous apprend pas grand-chose sur les pouvoirs réels de celui qui porte ce titre. Sous la 4ème République, par exemple, la Constitution faisait également du président de la République le chef des armées. De même, la Constitution de la 3e République disposait que le chef de l'État dispose de la force armée. Or, on pouvait réellement dire des présidents des 3e et 4e Républiques que leurs fonctions étaient essentiellement honorifiques. Spécifiquement, dès lors qu'il s'agissait d'employer l'armée française, la décision appartenait au président du Conseil sous la surveillance du Parlement. Mais la Constitution de la 5e République dispose aussi que le président est, je cite, garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. C'est l'article 5. Or, on ne voit pas trop comment il pourrait exercer ce rôle sans pouvoir employer l'instrument par excellence de la défense du territoire et de l'indépendance de la France, à savoir l'armée. La Constitution dispose également qu'il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale. C'est l'article 15. Mais on sait bien que présider une institution ne signifie pas nécessairement exercer un pouvoir de direction au sein de celle-ci. Et qu'en est-il de la dissuasion nucléaire? Son emploi n'est pas réglé par la Constitution, mais par un simple décret, modifié pour la dernière fois en 2009. Ce décret dispose que l'ordre d'engagement des forces nucléaires est donné par le président de la République. Et par ailleurs que le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire a pour finalité de garantir au président de la République qu'il dispose en toutes circonstances des moyens de la dissuasion nucléaire. Ce décret a été signé par le président de la République, qui juridiquement en est donc considéré comme l'auteur, ce qui signifie qu'il ne pourrait être modifié que par lui. On peut donc considérer que cette prérogative présidentielle d'employer l'arme nucléaire est verrouillée, et que le Premier ministre ne saurait la remettre en cause, même en cas de cohabitation. De son côté, le Premier ministre dispose de l'administration et de la force armée et est responsable de la défense nationale au terme des articles 20 et 21 de la Constitution. Enfin, la Constitution dispose que la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement, que le gouvernement doit informer le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard 3 jours après le début de l'intervention. Enfin, si l'intervention se prolonge au-delà de 4 mois, le Parlement doit autoriser cette prolongation. Voilà, dans les grandes lignes, le tableau constitutionnel concernant l'emploi de nos forces armées. On le constate, ce tableau ne dessine pas un domaine qui serait réservé au chef de l'État, mais plutôt un domaine partagé entre le président de la République, le gouvernement et le Parlement, avec par ailleurs de nombreuses zones d'ombre. Or, on sait que le diable se cache souvent dans les détails. Depuis 1958, la répartition concrète des rôles entre le président et le Premier ministre a été grosso modo la suivante.
Au premier revient toute décision d'engager l'armée française, ainsi que la définition des grandes options stratégiques qui président à l'organisation de nos forces armées. Au second revient la charge de mettre en œuvre ces décisions prises par le président. Cela correspond à la conception gaullienne de la répartition des rôles entre président et Premier ministre. Comme l'expliquait le fondateur de la Ve République, tout de même qu'à bord des navires l'antique expérience des marins veut qu'un second ait son rôle à lui à côté du commandant, ainsi dans notre nouvelle République, l'exécutif comporte-t-il, après le président, voué à ce qui est essentiel et permanent, un Premier ministre aux prises avec les contingences. Cette répartition des rôles, très favorable au président de la République, reposait essentiellement sur deux piliers. D'une part, la tradition instaurée par De Gaulle, c'est-à-dire au fond, le respect inspiré par le fondateur de la Ve République. Et d'autre part, l'élection du président au suffrage universel direct depuis la révision d'octobre 1962, élection qui lui donne une légitimité incontestable et sans rival au sein de nos institutions. Mais le général de Gaulle est mort depuis plus d'un demi-siècle et les peuples démocratiques ont en général peu de considération pour la tradition. Par ailleurs, la cohabitation est une situation où la légitimité électorale du chef de l'État est nécessairement affaiblie par le fait qu'il a perdu les élections législatives. Dès lors, rien n'empêche réellement un Premier ministre de cohabitation de venir remettre en question la prééminence du président de la République en matière de défense et d'engagement des forces armées. D'un point de vue juridique, les deux têtes de l'exécutif ont les moyens de se bloquer réciproquement. Il est bien vrai que, comme l'a dit Marine Le Pen, le Premier ministre, appuyé sur une majorité à l'Assemblée nationale, tient les cordons de la bourse. Il peut donc refuser au président les moyens matériels d'un engagement de nos forces armées en dehors de quelques actions très ponctuelles. Mais en revanche, on ne voit pas qu'il puisse décider lui-même de cet engagement sans l'aval du chef de l'État. En réalité, la querelle entre les deux têtes de l'exécutif ne se réglerait pas sur le terrain juridique, mais sur le terrain politique. On peut penser que les Français seraient plutôt du côté du chef de l'État si celui-ci voulait réaffirmer son rôle de chef des armées au plein sens du terme. Mais en même temps, la vigueur de leur soutien dépendrait certainement des circonstances dans lesquelles se ferait cette réaffirmation. Si, par exemple, le chef de l'État voulait engager nos forces armées, même indirectement, dans un conflit qui divise profondément l'opinion publique, une querelle avec le Premier ministre ne se conclurait pas nécessairement à son avantage. Mais en sens inverse, tout Premier ministre ayant l'ambition de devenir un jour président de la République, et quel Premier ministre n'a pas eu cette ambition, tout Premier ministre donc aura à l'esprit le fait que, en affaiblissant le président aujourd'hui, il affaiblit aussi la fonction qui sera la sienne demain, s'il réussit à devenir calife à la place du calife. On le voit, toute prévision précise quant à l'issue de la confrontation serait hautement imprudente. Ce qui n'est pas douteux, en revanche, c'est que l'opinion publique ne comprendrait pas une opposition frontale et durable entre le président et le Premier ministre sur des sujets aussi sensibles, aussi importants, et que celui des deux qui serait vu comme l'initiateur de la querelle finirait par payer un prix politique très élevé. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Car n'oubliez pas, le droit, c'est passionnant.